Wesh les gens, c'est Revive, et bienvenue dans cette nouvelle review du manga le plus culte de tous les temps, j'ai nommé Berserk. Oui, vous ne rêvez pas, une review des derniers chapitres de Berserk. Sincèrement, après avoir lu les chapitres 365 et 366, je n'ai pas su résister. J'avais juste trop de choses à dire, et ça me paraissait important d'en parler. Alors voilà, petite surprise, et je sais que ça va vous faire plaisir car vous êtes nombreux, très nombreux à vouloir me voir parler de Berserk. Je vais donc faire une double, voire même triple review des derniers chapitres de Berserk, incluant le dernier de Miura et les deux premiers du studio Gaga. Car oui, pour ceux n'étant pas au courant, Berserk a été repris par Koji Mori, un ami de longue date de Miura ayant notamment inspiré Griffith, rien que ça, et Studio Gaga, les fidèles assistants du maître. La nouvelle m'avait absolument régalé, et j'avais hâte de voir comment ils allaient pouvoir reprendre ça, tout en prenant cette suite comme un simple bonus, au cas où je sois déçu. Les deux premiers chapitres de cette reprise sortent donc officiellement le 24, même si voilà, les leaks vous connaissez, et avec une magnifique page couleur qui préfigure du changement de style. Je l'aime énormément perso. Les couleurs sont magnifiques, et ça a suffi à me faire acheter le Young Animal, même si la couverture est disons, pas vraiment en accord avec Berserk. Alors aujourd'hui, il est temps de voir ce que ça donne, et de vous dire ce que j'en pense. Ça va être une petite review tranquille, sans grande prétention, juste histoire d'ouvrir le débat avec vous en commentaire, et vous donner mon ressenti sur ce nouvel âge de ce manga si cher à mon cœur. Et à partir de maintenant, Berserk passe en bimensuel. Oui, vous ne rêvez pas, le manga reprend vraiment. Attention, ne vous habituez pas pour autant à des reviews à chaque fois. Rien ne dit que j'aurai le temps, et suffisamment de choses à dire pour chaque chapitre. Mais je suis totalement ouvert à des reviews occasionnelles des chapitres réellement marquants. Bref, je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps, c'est parti pour la review. Avant toute chose, résumons les événements incroyables auxquels nous assistions dans le chapitre 364. Alors en période de repos sur Elfhelm, notre équipe assiste à la visite du fameux Moonlight Child, l'enfant aux longs cheveux noirs, n'apparaissant que lors des nuits de pleine lune. Mais alors que toute la troupe semble être au comble du bonheur, Guts se trouvant même un instinct paternel, l'enfant s'échappe, et, sous les yeux dévastés du guerrier noir, se transforme en Griffith. Un Griffith avec la larme à l'œil, évoquant le sentiment de nostalgie qui reste en lui lorsqu'il se réveille. Cette sublime planche extrêmement lourde de sens signait la fin du travail de Kentaro Miura, nous laissant sur un dilemme puissant et absolument tragique. Pour expliquer cette scène d'une importance capitale pour les enjeux à venir, car je me doute qu'elle n'a pas été comprise par tout le monde, il faut revenir sur le Moonlight Child. À la base de tout ça se trouve la scène de sexe entre Guts et Casca, véritable apogée de leur bonheur, où cette dernière tomba enceinte. Mais, lors de son viol pendant l'éclipse, Femto corrompt l'embryon de Casca, la faisant accoucher 9 mois plus tôt d'un enfant difforme aux propriétés étranges, hantant Guts jusque dans ses cauchemars. Mais lorsque Griffith renaît en se servant de lui comme réceptacle pendant les événements de l'ère des châtiments, l'enfant difforme de Guts et Casca n'apparaît plus dans le manga. À la place, un enfant nu aux longs cheveux noirs retrouve le groupe de Guts chaque nuit de pleine lune, faisant ressortir les instincts maternels de Casca. Mais alors, qui est cet enfant? Incompris pendant une grosse partie du manga, une grande théorie a émergé quant à son identité, avec l'arrivée du chapitre 358. Alors que la pleine lune se lève, Griffith se volatilise, laissant Charlotte seule. Et si le Moonlight Child était une version décorrompue de l'enfant de Guts et Casca, en lequel Griffith se transformerait chaque nuit de pleine lune, allant retrouver instinctivement ses parents? Vous l'avez compris, ce qui fait que le chapitre 364 est si exceptionnel, c'est qu'il a complètement validé cette théorie. À la fin, on voit un Griffith triste, expliquant que chaque nuit de pleine lune, il rêve qu'il est un enfant ressentant une chaleur familière, mais qu'au réveil, tout ce qui subsiste n'est qu'un intense sentiment de nostalgie voué à disparaître. Outre la sublime poésie que représentent ses paroles et ses planches, elles apportent deux questionnements capitaux pour la suite de l'intrigue. Premièrement, comment est-ce que Griffith a réussi à reprendre le contrôle sur le Moonlight Child de cette nuit-là? Et pourquoi vient-il rendre visite à Guts? Deuxièmement, et véritablement l'élément le plus important, Guts est désormais confronté à un dilemme. Sachant que le Moonlight Child n'est autre que Griffith, il pourrait aisément venir à bout de ce dernier en l'assassinant sous cette forme, obtenant définitivement sa vengeance tant désirée. Mais alors, ça veut dire que ce faisant, il mettra de côté tout ce qu'il a construit depuis si longtemps, sa quête de rédemption, ses nouveaux amis chers, et sa perspective d'avenir avec Casca, qui peu à peu et tant bien que mal, peut commencer à se dessiner. Sans parler de la merde dans laquelle il mettrait le monde en faisant ça, ce dernier tournant intégralement autour de Griffith. La rage et la haine contre la rédemption et l'acceptation. Un dilemme incroyable sur lequel Kentaro Miura nous laissait, avec ce dernier chapitre d'une beauté absolument remarquable, et qui personnellement me satisfaisait en tant que fin du manga. Mais voilà, avec la reprise, on va avoir la réponse. Maintenant que les enjeux sont posés et compris par tout le monde, on va pouvoir décortiquer ces deux nouveaux chapitres des mains du studio Gaga.
Le chapitre 365 commence sur tous les êtres vivants et féeriques levant les yeux au ciel, découvrant une pleine lune éblouissante. Elfes, sirènes, lutins, kelpies, centaures, tous sont subjugués par la beauté et l'aura de cette dernière, comme si le monde s'arrêtait l'espace d'un instant, alors à l'aube d'un grand bouleversement. Casca se réveille, et alors qu'elle aperçoit un Griffiths resplendissant de classe et de pureté, fait une crise en se remémorant de douloureux souvenirs de sa vie en tant qu'Hélène, encore trop intense pour être confrontée. Sa marque saigne abondamment. Jamais elle n'a été aussi proche de l'homme qui l'a à la fois sauvée et détruite, depuis qu'elle a retrouvé la raison. Guts, de son côté, va être évidemment pris d'une intense rage, laissant presque le loup le consumer à nouveau. Il va foncer sur Griffiths et tenter de l'attaquer. Ainsi le 366 commence, et l'attaque de Guts se révélera être sans surprise, inutile. Il a beau attaquer Griffiths sans relâche. Ce dernier esquivera constamment, prouvant une bonne fois pour toutes qu'il ne joue pas dans la même cour, qu'ils ne sont même pas sur le même plan de la réalité. Griffiths est inatteignable. Ce dernier va lancer un Maelstrom auquel échapperont Farnèse et Shirk, alors en pleine projection astrale. Guts, quant à lui, est donc piégé à l'intérieur, n'ayant d'autre choix que de faire face au faucon. Mais contre toute attente, ce n'est pas contre lui qu'il va se retrouver, mais contre Zod l'immortel. Comme l'était autrefois le chevalier squelette, Guts est piégé dans un espace le forçant à combattre Zod jusqu'à ce que mort s'en suive, ou du moins jusqu'à ce que Griffiths réussisse à faire ce qu'il veut faire. Mais alors, quels sont ses objectifs? Veut-il simplement se débarrasser de Guts? Lui faire part d'un message par l'intermédiaire de Zod? Ou, aussi déroutant que ça puisse paraître, faire la paix avec lui? Dans tous les cas, je pense que ça aura pour finalité de régler le problème Guts pour que Griffiths puisse gouverner son monde tranquillement. Que ça passe par sa suppression, ou quoi que ce soit d'autre. Finalement, Guts et Griffiths font face au même dilemme moral. Doivent-ils tuer leur ennemi respectif pour pouvoir vivre leur vie telle qu'ils l'entendent? Ou doivent-ils faire fi de leur haine, même si ça les ronge intérieurement? Dans tous les cas, il n'y a aucune chance que ça se termine bien, si vous voulez mon avis. Enfin voilà, les événements qui se passent dans ce chapitre étaient donc relativement attendus, à l'exception de l'arrivée de Zod qui m'a bien surpris, et ce, agréablement. Le parallèle avec le School Knight est évident, et complètement brillant. Je ne vais pas plus que ça théoriser sur la suite, car je suis très mauvais à cet exercice, mais ce qui est certain, c'est qu'on arrive à un véritable tournant, qui va sûrement lancer le manga dans sa phase finale. Après 3 tomes complets de révélations incroyables et de repos pour notre guerrier noir, la tempête faisant suite au calme démarre. Et elle risque d'être sacrément violente. Pour moi, il est évident que Guts ne pourra pas venir à bout de Griffiths, aussi bien de par ses capacités physiques insuffisantes, que de par la merde que ça foutrait. Mais d'un autre côté, je vois mal Guts complètement pardonner à Griffiths et vivre sa vie tranquillement sur Elfhelm. Ça ne peut pas être si simple, et je pense qu'il va se passer une dinguerie monumentale dans les prochains chapitres. Nous ne sommes pas prêts. Ceci étant dit, il va maintenant falloir que je revienne sur les dessins. C'était évidemment la grande question de ces chapitres, certains étant réticents à l'idée de voir Berserk dessiné sans Miura. De mon côté, je suis entièrement, mais alors entièrement convaincu. Les expressions faciales des personnages sont dingues, que ce soit la haine de Guts toujours incroyablement bien représentée, la peur viscérale de Casca, ou le regard dédaigneux de Griffiths. Et ces doubles pages, mon dieu! Griffiths est resplendissant. Il y a aussi beaucoup d'idées de mise en scène et de découpage juste beaucoup trop fortes. Comme l'hémorragie de la marque de Casca, l'œil terrifiant de Griffiths, ou encore les nombreux coups à répétition de Guts sur une page fragmentée, représentant parfaitement son acharnement. Pour tout vous dire, et avec l'immense respect que j'ai pour Kentaro Miura, je préfère le style de dessin de ces chapitres à celui du maître depuis qu'il est passé au numérique. Je trouve qu'on y retrouve clairement l'aspect crayonné et plein de haine que l'on pouvait retrouver à la période de l'ère des châtiments, début du Faucon millénaire, là où je trouve que le style de Berserk était à son prime. Je trouve, comme beaucoup de gens, qu'au passage au numérique de Miura, l'action était moins impactante, les visages plus enfantins et ronds, bref, que tout était moins Berserk si j'ose dire. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, le passage au numérique de Miura était aussi synonyme de décors absolument somptueux et de planches sublimes. Je pense évidemment aux pleurs de Griffiths du 364, à l'apparition des anciens God Hand, l'entièreté de l'exceptionnelle scène de fouille dans la mémoire de Casca, et plein d'autres. Et ici, si tout le monde est d'accord sur un point, c'est que les décors sont autrement moins détaillés que chez Miura. En effet, en lisant Duranki, je me suis rendu compte que Studio Gaga ne brille clairement pas dans les décors. Ça reste très beau et agréable, mais loin du niveau de Miura, et on pourra clairement regretter son style là-dessus. Mais à la fois, c'est en partie à cause de ce perfectionnisme exacerbé que les chapitres de Berserk prenaient aussi longtemps à sortir, et si les dessins du manga brillent autant, ce n'est absolument pas uniquement grâce aux décors sublimes. Suffit de regarder l'âge d'or pour se rendre compte que,
Malgré des décors relativement basiques, Berserk était déjà ce manga sublime dû aux exceptionnelles expressions faciales, au brillant design des monstres, aux jeux de lumière, aux expressions de haine de Guts, et j'en passe. Et dans ces chapitres, on retrouve clairement tout ça. On a même le retour d'éléments de dessin présents dans le cycle des enfants perdus, mais un peu oubliés depuis, comme ce Guts au visage assombri dont seul l'œil éclairé permet de discerner sa haine. Bref, ces dessins me plaisent énormément, et si la perte de quelques éléments de détail permettent un rythme de parution plus soutenu au manga, je suis entièrement preneur. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire pour cette courte review. J'ai très hâte d'avoir vos avis quant à ces chapitres. Vos théories sur la suite, votre avis sur le style de dessin, est-ce que vous êtes rassuré ou non? De mon côté, je suis incroyablement satisfait et hypé par ce retour. Ces 2 chapitres étaient une excellente mise en bouche de ce qui arrivera, et c'était un plaisir fou à lire. C'est passé extrêmement vite, certes, dû aux nombreuses doubles pages et l'absence de texte, mais ça fait du bien de voir de la baston, après autant de chapitres focalisés sur le lore et les révélations. Je vais répéter ce que j'ai déjà dit sur Twitter. Je prends ces chapitres comme de simples bonus. L'œuvre de Miura s'est terminée avec la planche finale du 364, et ce à quoi on assiste là, c'est à son héritage, que je prendrai toujours comme un simple plus bienvenu. Si ça s'avère être pas ouf, tant pis, ça n'enlèvera rien à l'incroyable grandeur de Berserk. Et si ça s'avère être cool, tant mieux. Et pour l'instant, on se trouve clairement dans le deuxième cas de figure. Berserk est entre les meilleures mains possibles. Un studio extrêmement talentueux, ayant déjà fait des prouesses par le passé, éprouvant une fois de plus leur profonde compréhension de l'œuvre de Miura, et un auteur, Koji Mori, très proche de Kentaro Miura, hyper respectueux et humble quant à ce qu'il pourra offrir à son ami de toujours pour terminer son œuvre. Je sens qu'il s'agit clairement d'un projet motivé par les meilleures intentions du monde, et je continuerai à soutenir cette initiative de tout mon cœur. Merci Kentaro Miura pour votre œuvre d'anthologie, et merci Studio Gaga et Koji Mori pour la perpétrer afin d'honorer la dernière volonté du maître, qui a toujours voulu voir son manga se terminer. J'ai très hâte de voir où est-ce que tout ça mènera. Et bien voilà, c'est ainsi que s'achève cette review des chapitres 365 et 366 de Berserk, avec un peu du 364 aussi. Pour ma part, c'était absolument pas prévu, mais ça aurait été vraiment un gros kiff à faire. J'avais vraiment envie de parler de ces chapitres, et je suis plutôt content d'avoir pu sortir cette vidéo. A voir si ça sera une habitude de faire des reviews. Comme je l'ai dit dans l'intro, je ne pense pas, voilà, je pense que je ferai des reviews seulement quand un chapitre marquant sortira, parce que sinon je pense pas que je pourrais m'en sortir. Là c'est les vacances, donc je peux me permettre, mais en période d'études, à voir si je pourrais tenir le rythme potentiellement bimensuel de Berserk. En tout cas, je tiens à remercier Alzar pour son trade et ses conseils qui m'ont beaucoup aidé à réaliser cette vidéo, parce que je manquais un peu de connaissances sur le Moonlight Child, et il m'a beaucoup aidé, donc n'hésitez pas à aller suivre son Twitter, ce type est incroyable. Et également, merci à tous les donateurs qui, comme d'habitude, aident à faire vivre la chaîne, ça me régale, merci beaucoup. À vous d'être toujours aussi nombreux. Et puis voilà, de mon côté, je vais continuer à jouer à Persona 3 et me reposer pendant ces vacances. N'hésitez pas à me donner votre avis sur la vidéo ainsi que sur le chapitre en commentaire. Et on se donne rendez-vous plus tard pour d'autres trucs. Voilà, ça c'est pour dire qu'il n'y a rien de prévu, mais qu'il y aura des trucs, ne vous inquiétez pas. Allez, n'oubliez pas que Berserk c'est quand même vachement bien.